Monsieur le représentant politique, Madame la Présidente, alors là j'ai un peu plus difficile, je dirais cher GB-Hautoise et cher GB-Hautois, parce que j'avais hésité en me disant tiens, est-ce que c'est GB-osseuse, GB-osseux, ça fait un peu ostéoporotique, même si ça a 50 ans. Donc j'avais aussi hésité en me disant tiens, cher G-béotienne, béotien, là je me suis dit je vais me faire flinguer. Et donc j'ai gardé la formulation, si vous voulez, cher GB-Hautoise et GB-Hautois. Alors Paul a été très sympathique parce qu'il est vraiment très militaire, alors qu'à mon avis il n'est jamais passé par là, mais ça c'est pas grave. Et donc 3 fois 3 questions, 8 minutes. Et donc ma grosse question, bien entendu, c'est est-ce que je vais y arriver? Et donc vous voyez que je joue avec le cycle depuis le début. Et donc le sigle, c'est le sigle de l'euro. Alors je rassure tout de suite le docteur Winnen, représentant du cabinet. On ne va pas parler que de financement pendant ce cours exposé. Mais donc on va jouer un petit peu, si vous voulez, avec le sigle. Alors quels sont les points forts du système de santé? Un des plus grands points forts, bien entendu, et qui existe depuis plus de 50 ans, c'est la concertation. Donc vous voyez là les personnes qui sont tout autour de la table. Et donc c'est effectivement la concertation qui existe entre les organismes assureurs et les partenaires sociaux, tout ceci dans le maintien d'un système qui est solidaire et qui permet effectivement une liberté thérapeutique. L'INAMI ne rembourse effectivement pas tout, mais il y a quand même certainement une grosse liberté thérapeutique avec pas mal de choix potentiels pour les différents prestataires et un respect du cadre du droit des patients, droit à l'information, droit à la transparence et droit à la qualité des soins. Un deuxième sigle qui est utilisé, et là c'est effectivement un véritable euro, c'est l'accessibilité financière. On en parle beaucoup. Et également le fait qu'on ait une offre qui est diversifiée, qui est une offre de pointe. Alors l'accessibilité financière, on investit à peu près en pourcentage du PIB, 8,2% du PIB dans la santé en Belgique. Le patient lui-même, il va de sa poche de 2,5%. Donc accessibilité, oui, mais du point de vue financier, attention, on a quand même encore des enquêtes qui démontrent qu'on a une famille sur 10 qui reporte carrément des soins et une famille sur 4 qui a des difficultés financières pour intégrer effectivement le budget des soins de santé dans son budget familial. Au niveau de la satisfaction, on l'a dit, il y a pas mal d'enquêtes. Il y a une enquête de la santé, de l'Observatoire de la santé au niveau des CDE qui démontre qu'effectivement, quand on pose la question à la population des différents pays européens, eh bien, 64% des Belges trouvent qu'effectivement la qualité des soins est meilleure que dans les autres pays de l'Europe. Il n'y a que 4% de la population belge qui trouve que cette qualité serait éventuellement meilleure ailleurs. Donc c'est quand même un signal très positif de satisfaction de la population. Indice de satisfaction chez leurs médecins généralistes. Une fois qu'ils ont un médecin généraliste, on voit bien qu'il y a un haut degré de fidélité, un haut degré de fidélisation avec le médecin généraliste. Ils ne changent pas tellement de médecin. Il n'y a pas tellement de shopping médical. Un grand degré de confiance donc entre le patient et son médecin. Alors quels sont les points faibles de notre système de santé? Vous voyez là tous les euros qui se font d'eau. Mais ça c'est notre système de cloisonnement qu'on a à l'heure actuelle, avec effectivement un manque de transversalité. Vous avez le patient qui doit se balader, on va dire, entre les différents euros. Retournez tous les euros, mettez le patient au milieu, vous avez probablement le système qu'on a envie de développer et vers lequel on veut aller. Alors c'est dû à quoi? Jusque maintenant on fonctionne très fort dans un financement en silo. Ça dégage naturellement pas mal de tensions puisque on va en discuter lundi au comité de l'assurance puisque le budget 2016 est effectivement sur la table. C'est le gros problème, bien entendu, c'est touche pas à mon budget. Quand on parle éventuellement de transversalité, au niveau des budgets, ça ne passe pas. Alors, l'égocentralisation versus la multidisciplinarité, c'est vrai qu'on a difficile de passer des compétences, de déléguer, c'est quelque chose qui est difficile. Et alors, un gros point, dans le cloisonnement du système, le transfert des compétences. Je pense que c'est quelque chose que la Belgique a envisagé. Alors j'utilise à escient le mot « envisager » parce que ce n'est pas encore réalisé. Et je pense que ça va encore durer longtemps avant qu'effectivement on arrive à réaliser ce transfert des compétences. Et l'organisation des soins de première ligne, articulée avec le niveau du fédéral, etc., je pense quand même que ça va être quelque chose de pas tellement facile à gérer. La résistance au changement, c'est vrai que ça c'est aussi un point faible du système de santé, mais c'est valable partout quand on vient avec des choses qui sont innovantes, quand on vient avec des modifications organisationnelles, quand on vient avec l'informatisation, quand on vient à parler de collaboration, de délégation de tâches, c'est effectivement quelque chose qui est difficile. L'informatisation, je sais bien que c'est un sujet qui est très sensible à l'heure actuelle, bien entendu, puisqu'on parle de l'utilisation des e-tools, on parle de l'EDMG, etc.
C'est vrai que, globalement, on essaie de mettre un système qui est énorme au point, et donc il y a des couacs par-ci, par-là. Quand vous avez les couacs de manière individuelle dans votre cabinet de consultation, que ça arrive 2 fois dans votre cabinet de consultation, je comprends bien que c'est quelque chose de difficile. Au niveau macro, ça fonctionne, mais quand on a ça 2 fois dans sa consultation, c'est effectivement difficile. Le risque de privatisation, je pense que tout le monde a insisté, tout le monde, commercialisation, marchandisation des soins. Vous voyez là, ça peut être le malade, ça peut aussi être l'État financier, donc par la solidarité, qui devient malade parce que la pression financière se fait de plus en plus grande. Alors soit le patient doit financer de plus en plus, soit l'État doit financer de plus en plus. Bon, dans ce qu'on finance, il y a quand même parfois des remboursements qui sont difficiles à évaluer. Il y a un certain manque de transparence de prix. On peut parler par exemple des implants, des médicaments, etc. C'est quoi le prix hors usine de tous ces produits? Qu'est-ce qu'on met effectivement comme marge bénéficiaire pour ces entreprises? Qu'est-ce qu'on accepte? Quelle est la transparence par rapport à ça? Ce n'est pas toujours très clair. Alors il y a parfois des conflits d'intérêts également qui n'ont rien à voir avec la santé. Et donc ça met en péril, bien entendu, la survie du système solidaire. Les priorités. Alors priorité DMG. Alors DMG, pas pour le dossier en tant que tel, mais pour tout le principe qu'il y a derrière le DMG. C'est vrai que nous sommes demandeurs qu'il y ait une extension à un maximum de la population. Alors quand je dis maximum de la population, c'est à la fois les patients, mais c'est aussi ceux qui ne sont pas patients. Donc il y a tout le volet, bien entendu, prévention, il y a tout le volet éducation avant que la personne ne devienne effectivement patiente. Donc on souhaiterait bien qu'il y ait une étendue au maximum du DMG. Alors DMG, là derrière, il y a aussi le rôle centralisateur du médecin généraliste, en termes de référent pour son patient, en termes aussi d'un échelonnement soft. On a parlé d'échelonnement dur, on peut parler aussi d'échelonnement soft. À partir du moment où le médecin généraliste est le référent du patient, c'est à lui à bien orienter effectivement le patient dans les différents niveaux vers les spécialités, etc. Alors vous voyez que j'ai mis un terme, là, une ligne, première ligne régulatrice de ses propres soins et de l'accès aux autres, mais c'est à la fois cette notion de régulation au sein de sa propre ligne. Je crois qu'il faut être responsable aussi des données publiques qui sont mises à disposition des différents niveaux, mais aussi régulatrice de l'accès aux autres niveaux. Les priorités, tous dans le même bateau, la multidisciplinarité, c'est clair, c'est un élément important par rapport au défi du vieillissement, par rapport aux malades chroniques, par rapport aussi à ce qu'on a évoqué, burn-out, etc., dans certaines professions. La troisième priorité, c'est l'utilisation des e-tools. Le développement de cette utilisation, ça a été aussi marqué par d'autres confrères ici à l'instant. L'intégration de la télémédecine dans les pratiques. On a des problèmes de ressources humaines, mais bien entendu, la télémédecine est certainement également un apport. Alors en conclusion, là je mets des frais euros. Bien sûr, il faut poursuivre le financement. Du coup, ça s'éteint. Il faut poursuivre le financement de l'assurance maladie et invalidité, c'est certainement de la première ligne. Il faut bien entendu bien utiliser les moyens qui sont mis à disposition, la fraude, l'usage irrationnel, etc. Tout le monde est bien d'accord avec ça. Et donc dans le cadre de cette bonne gestion et de cette gestion de qualité, je crois que la première ligne joue un rôle primordial. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon anniversaire au GBO. Je me permets encore une petite dia parce que c'est un employé de chez nous qui a fait les petits dessins qui s'appelle Verhagen, qui n'a rien à voir à mon avis. Et donc je vais en profiter dans le cadre de la concertation pour faire une bise à la présidente, si vous voulez bien, à lui remettre un petit présent.